Cette fois, nos deux compères surmontent leur propre peur. Je vous ai dit que j'ai le vertige? Peut-on survivre à une chute de 70 mètres en jetant un marteau en premier? Et les mythes sur les sodas, ces boissons ont-elles des pouvoirs secrets? C'est pourri. On peut prouver qu'une idée reçue est fausse si on survit à l'expérience. J'entends la terre tomber. On te sort, Jimmy? Qui sont nos héros? Il me manque un sourcil. Adam Savage. J'adore voir Adam se faire mal. Oh! Et Jamie Hyneman. J'adore les explosions. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans les effets spéciaux. Je me sens sexy. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. T'es prêt? Tu vas me manquer. À plus tard. Elle pense que le pain me conviendrait. Et toi? Combien de temps un être humain peut-il survivre dans un cercueil 2 mètres sous terre? Adieu, monde cruel. Adam veut enterrer Jamie vivant. L'expérience est risquée. L'asphyxie, une option non négligeable. Je ne suis pas sûr que je vais aimer ça. Jamie, aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende assez ancienne. Depuis longtemps, on raconte que des gens qu'on croyait morts ont été mis dans un cercueil et enterrés vivants. À mon avis, c'est bien arrivé, mais ils n'ont pas survécu longtemps. Beaucoup de légendes tournent autour de gens enterrés vivants. Elles circulent depuis la nuit des temps. Heather Joseph Whitham est une spécialiste des légendes urbaines et tout particulièrement des mythes urbains. La version courante veut que l'arrière-arrière-grand-mère d'une connaissance soit très malade. Elle tombe dans le coma et au bout de quelques jours, elle meurt. Quand le médecin la déclare morte, le mari vient pour voir le corps de sa femme et dit « Elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Nous sommes mariés depuis plus de 50 ans et je vous dis que je la connais mieux que personne. Elle n'est pas morte. » Par la suite, ce vieux monsieur fait le même cauchemar toutes les nuits. Il voit sa femme en train de gratter le cercueil, hurlant qu'elle est vivante, appelant à l'aide. Le cauchemar le hante et il harcèle à son tour le médecin. Au bout d'une semaine, les autorités décident d'exhumer le corps. Quand ils ouvrent le cercueil, ils constatent que les ongles de la morte sont rongés et que le couvercle du cercueil porte des marques très claires de grattement frénétique. Tout d'abord, je ne pense pas qu'on puisse enfermer quelqu'un dans un cercueil et l'enterrer sans en avoir l'intention. Selon moi, cette légende vient de l'imagination débordante des auteurs gothiques. Nous sommes à la mission Dolores, la plus vieille église de San Francisco, où le frère Grier Clary se montre très sceptique. J'ai entendu parler de vieilles histoires où les gens exigeaient de pouvoir actionner une cloche depuis leur cercueil afin d'appeler à l'aide s'ils se réveillaient une fois enterrés. On raconte aussi que certains demandaient à être vidés de leur sang, histoire d'être sûrs de ne pas revenir à la vie. Et s'ils n'étaient pas vraiment déjà morts, en fait? Le croque-mort finissait le travail. On peut donc légitimement se demander si ces légendes ne viennent pas des gens qui faisaient commerce dans ce secteur. Vous savez, le grand talent des Américains n'est pas de subvenir à un besoin, c'est de le créer. Enterrer Jamie vivant présente des risques sérieux. Cela nécessite un réceptacle accessible et un cercueil assez solide pour supporter le poids de la terre. Des capteurs mesureront son rythme cardiaque, son taux d'oxygène dans le sang et la dangerosité des proportions de dioxyde de carbone à l'intérieur du cercueil. Par sécurité, il y aura une caméra à vision nocturne et une réserve d'oxygène de secours. Le niveau de CO2 va grimper en flèche dans un volume aussi petit que ce cercueil. Combien de temps une personne normale peut tenir? Je dirais à peu près 3 heures maximum. Et toi, tu penses tenir combien de temps? Disons que 3 heures, c'est quasiment la mort. Et je n'ai pas envie de pousser l'expérience jusque-là. Alors disons 1h30 ou 2 heures, c'est pas mal. Tout dépendra de ma capacité à contrôler ma respiration.
J'aime bien ce truc. Quoi, le tiroir? Ouais, je peux mettre mon portefeuille dedans. Premier élément indispensable, le cercueil de Jamie. Pour l'intéresser, la taille, la solidité et le confort sont essentiels. Voici un cercueil en acier de calibre 18, intérieur en velours. Le confort de ses clients, c'est le travail de Kelly Gillespie. Touchez le coussin pour vous faire une idée. Oui, c'est agréable. Ça t'ira, tu penses? Oui. Et voici le matelas à ressort qui se trouve sous le corps et qui amortit le poids. Vous avez aussi ces points d'attache à l'intérieur qui permettent de sceller le cercueil. Donc, quand on est là-dedans, une fois que c'est fermé, on ne peut pas sortir sans aide extérieure. Je ne vois pas comment cela serait possible. Mince. Va falloir nous faire confiance. J'ai surtout peur d'être écrasé. Est-ce que ça va résister à 1 ou 2 tonnes de terre? Ça a l'air costaud, ça. C'est de l'acier de calibre 20. Pour être sûr que j'en sortirai vivant, on pourrait prendre l'Astral Phoenix, non? Et celui-ci, Jamie, il te plaît? Je crois que je préfère de l'acier de calibre 20. Je crois que je me sentirai plus en sécurité sous toute cette terre. Ton confort est notre priorité, mon ami. Je veux pouvoir reposer en paix. Tout à fait. Pour le cercueil, le choix se porte sur l'acier au lieu du bois. Il y a un truc assez troublant à faire ça, mais je ne sais pas quoi. Tu voyages là-dedans, je conduis? Bien sûr. Voici l'appareil de mesure du CO2 et de l'oxygène. Celui pour le pouls et l'oxygénation du sang. La caméra de vision nocturne. Et voilà la bouteille d'oxygène de secours. En gros, il faut que tout ça rentre dans le cercueil avec Jamie et que tout fonctionne. Comme ça, on l'aura à l'œil et on saura si ça va. S'il faut lui donner de l'oxygène, on pourra assurer sa sécurité. Jamie et son cercueil seront enterrés dans un caisson spécialement conçu pour l'occasion. Il permet d'avoir un accès rapide au cercueil et à Jamie en cas d'urgence. Voilà le masque à oxygène de secours. La sécurité avant tout. Nos compères se préparent donc à tester le matériel dans l'atelier et le cercueil avec Jamie à l'intérieur. Le cercueil est scellé. 2 secouristes seront prêts à intervenir. La vie de Jamie dépendra peut-être d'eux. Son pouls est à 81, son taux d'oxygène à 98. Jamie, tu veux bien me donner un aperçu de ce que tu ressens là? Est-ce que tu sens des changements? Comment va ta tête? Tu as des vertiges? Tu vois des points blancs? Non, je ne crois pas, tout a l'air d'aller. Par contre, j'ai beaucoup de pensées cochonnes. En somme, rien de nouveau. Les médecins ne croient pas aux chances de survie d'un enterré vivant. Le docteur William Miller, chef de service à l'hôpital Saint-Luc, pense que personne n'a pu sortir vivant d'une telle expérience. Je crois bien qu'au temps où j'étais chez les scouts, on aimait bien s'asseoir autour du feu de camp et se raconter des histoires au sujet de gens qu'on avait sortis de terre ou de cercueils sur lesquels il y avait des traces de grattement. Mais j'ai grandi et je suis devenu médecin. Je n'ai jamais accordé une once de crédibilité à ces histoires. Mais à l'époque, on aurait pu enterrer quelqu'un par erreur. Je veux dire, les connaissances scientifiques sur la mort étaient différentes. Il faut bien reconnaître, en effet, qu'encore au XIXe siècle, la science médicale n'avait pas défini de critères universels concernant la mort. Certains médecins avaient encore des idées assez saugrenues sur la mort. Il a dû arriver que certains d'entre eux déclarent quelqu'un mort, alors que selon les critères actuels, il serait vivant. Les légendes les plus lugubres nous viennent des époques les plus frustres de la médecine. Déclarer quelqu'un mort était alors très relatif. Je me souviens d'une histoire du XVIIe siècle en Écosse, celle de Marjorie Elphinstone. La jeune femme est enterrée. Quelques heures après, dans la nuit, des voleurs la déterrent pour lui dérober ses bijoux. Soudain, elle marmonne. Les voyous s'enfuient à toutes jambes, terrifiés. Marjorie se relève et rentre chez elle. Elle vivra finalement assez longtemps pour enterrer son mari. La médecine moderne a appris à éviter ce genre de bévue. Pour cela, elle a recours à 5 critères qui déterminent la mort physique avec certitude. La première chose consiste à appliquer un stimulus spécifique afin de provoquer une éventuelle réponse neurologique. Beaucoup d'entre nous avons recours à une technique très élaborée impliquant une clé de voiture, par exemple, que l'on presse très fort sur l'ongle du pouce pour provoquer la douleur.
Ensuite, on vérifie l'activité pupillaire en agitant une lumière vive face à l'œil pour voir sa réaction. Ensuite, nous prenons notre stéthoscope et nous cherchons la présence d'un battement de cœur et aussi le pouls au niveau de la carotide. Enfin, nous écoutons des deux côtés de la poitrine pour voir s'il y a une quelconque activité respiratoire. Si un patient ne respire plus, que son cœur ne bat plus et qu'il n'a plus aucune activité cérébrale, alors on peut affirmer qu'il est bien décédé. Heinemann, tu tiens encore 7 minutes? À l'atelier, le premier test de résistance de Jamie dans son cercueil scellé dure depuis près de 50 minutes. Le taux de dioxyde de carbone dans son sang est passé à 3%. À 4%, cela devient dangereux. À 10%, c'est la mort. Je m'imagine me réveiller dans un cercueil et vous savez quoi? Ça doit être flippant. Ce sont surtout ce genre de trucs qui perturbent. Être enfermé dans une boîte est une chose, mais en plus, il y a tous ces accessoires qui doivent vous la rendre accueillante. C'est surtout ça que je trouve particulièrement lugubre. De nombreuses légendes de ce genre sont assez récentes. Par exemple, en 1993, un Sud-Africain est déclaré mort après un accident de voiture. Son corps reste 2 jours dans un de ces cercueils en métal que l'on voit dans les morgues. Et là, il se réveille. Il n'est déjà pas content, mais en plus, sa fiancée refusera de retourner avec lui parce qu'elle pense qu'il est un zombie revenu d'entre les morts pour l'enlever. L'étape suivante, c'est de prendre ce cercueil avec un chariot élévateur, le descendre à l'intérieur de notre tombe-caisson, le recouvrir de terre et attendre que Jamie nous supplie pour en sortir. Ingrédient suivant, 10 tonnes de la meilleure terre de Californie. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette terre, hein? Enterré vivant? On l'enterre vivant. Vous connaissez des histoires de ce genre? Ben, j'en ai entendu. Et puis j'ai vu des films, vous voyez. Mais je n'ai jamais vu ça en vrai. Je suis un peu inquiet, j'ai peur que le cercueil ne tienne pas sous le poids de la terre. Mais ça devrait aller. Le test a duré 50 minutes, mais cette fois, en conditions réelles, Jamie sera sujet à un plus grand stress. Il produira plus de dioxyde de carbone, réduisant donc son temps de survie. Bien installé? Oui. Bon, ton toki est ici, le micro est branché. Ça, c'est l'oxygène de secours. L'appareil de contrôle médical est là. Caméra, thermomètre, hygromètre. T'es prêt? Adieu, monde cruel. À plus, Heinemann. Avec Jamie à l'intérieur, Adam descend délicatement le cercueil dans le caisson. Attention, je descends le cercueil. Se faire enterrer vivant est une expérience pour le moins singulière. Pour simuler au mieux un vrai enterrement, la tombe provisoire de Jamie est recouverte de plusieurs tonnes de véritable terre. Il y a pas mal de terre là-dedans et je crois que ça a déjà un peu écrasé le cercueil. Bien reçu. Ça te rend nerveux? Terminé. Non, je crois que ça va, mais le cercueil en a pris un sacré coup. Déverser toute cette terre est un risque calculé. Jamie peut faire interrompre l'opération à tout moment si les choses se gâtent. Faites-moi plaisir et essayez d'y aller doucement avec la terre, parce que le couvercle m'inquiète un peu. Je voudrais pas qu'il sorte de ses gonds ou qu'il bouge. Tu veux que j'aille dans le caisson pour vérifier le couvercle? À toi. Il tient le coup, le Lascar. Taux d'oxygène? Taux à 98%. Les secouristes ne quittent pas les constantes de Jamie des yeux. À la moindre alerte, il sera déterré immédiatement. Je parie que mon cœur bat un peu plus vite que lors du test, non? À vous. Tu paries bien. Ton cœur bat à 95 pulsations actuellement. Jamie, tu seras bientôt recouvert en totalité.
La terre exerce une telle pression que ça voile le cercueil. Les coins ont l'air de s'être écartés. Soudain, le risque de voir Jamie écrasé dans son cercueil d'acier devient effroyablement réel. Décision est prise d'arrêter de verser de la terre. L'équipe n'est pas certaine que le cercueil arrivera à en supporter davantage. Ouais, c'est la dernière fois. Hein, quoi? Bien reçu, on te sort de là. Oh, wow. Mince alors, le cercueil est défoncé. Allez, on ouvre. Salut Jamie. Il est toujours vivant. Le cercueil est touché ou j'ai imaginé tout ça? Non, il était en train de s'affaisser sur toi. Et moi j'étais dedans. Jamie a survécu 30 minutes interminables, ne respirant que l'air contenu dans le cercueil. Je crois que vers la fin, je commençais vraiment à paniquer un peu. Ça fiche les jetons. Je n'ai pas vraiment de problème de claustrophobie, mais sentir les parois se resserrer autour de soi, ça perturbe vraiment. Mon pouls a dû s'emballer. Là, ton pouls a commencé à grimper. Au moment où tu nous as demandé de te sortir, tu n'étais même plus sur le graphique. Tu devais être autour des 115 pulsations minutes. En fait, c'est quand ton pouls a commencé à accélérer que tu as consommé beaucoup d'oxygène. Quelle chance a-t-on alors de survivre à une telle expérience? Je pense qu'on a tordu le cou à Smith. À mon avis, il est humainement impossible de survivre plus de 2 heures dans un cercueil qui s'affaisse sur soi, en plus du stress d'avoir été enterré vivant. Alors, tenir plusieurs jours et attendre d'être exhumé, à mon avis, c'est une absurdité totale. Bien parlé. Un mythe de moins. Les boissons au cola, elles aussi, sont sujettes à de nombreux mythes. Certains sont vrais, la plupart sont des foutaises. Nos as de la démythification s'y attaquent. Que peut-on faire avec un soda au cola? Plein de choses. Nettoyer du sang, Dissoudre de la viande, nettoyer le chrome, les contacts d'une batterie de voiture, dégripper un écrou rouillé, enlever les taches de graisse, et celle sur la carrosserie d'une voiture, dissoudre une dent, nettoyer un moteur. et ce serait aussi un excellent spermicide, paraît-il. On va s'amuser. Certains de ces trucs me semblent vraisemblables. Par contre, d'autres sont sûrement farfelus. Il y a des chances. Allons chercher du sang, un steak, du chrome et des écrous rouillés. C'est parti. Le soda au cola fera-t-il disparaître le sang de cette scène de crime imaginaire? Ne bouge pas, tu ne sentiras rien. Je ne te crois pas. Allons. Tu es conscient qu'on ne trace pas ces lignes blanches sur les vraies scènes de crime? Dis-moi que tu plaisantes. Non, en fait, ça salirait la zone. Ça vient d'où, à ton avis? Ça a peut-être existé. Je n'en sais rien. Ça rend bien à l'image, c'est tout. Ça, c'est vrai. À Thanksgiving, c'est la sauce aux érelles qui a le plus de succès. Du sang d'animaux est utilisé pour rendre le test aussi proche que possible de la réalité. Bon, on attend combien de temps, à ton avis? À peu près le temps pour une ambulance d'arriver sur les lieux de l'accident? Qu'est-ce que tu en penses? Nous, on aime faire dans le réalisme l'efficacité. Voilà, parfait. Seule la scène de crime de Jamie recevra un nettoyage au cola. On dirait que ça fait du bien au sang, non? C'est ce qu'ils prétendent en tout cas. Ça fait un paquet de sang quand même. Regarde la voiture, ça a tout enlevé. C'est vrai, le pare-choc est nickel. Bon, on a quasiment enlevé tout le sang. Qu'en dis-tu, Jamie? Ton verdict? Ma foi, le soda a aidé. Pas de façon miraculeuse, mais bon. Cette zone est plus propre que l'autre. Et c'est là qu'il y avait le soda. Il y a encore des traces de sang dans ma zone, malgré l'eau et tout le nettoyage. Et puis le pare-choc est comme neuf. Bon,
Ça marche alors. Ok, suivant. Personne ne voulait prêter sa voiture pour la faire laver et dérouiller au soda. Jamie est donc allé chercher une vieille camionnette pour voir si le cola a tous les effets escomptés sur elle. Sympa la balade. Je savais pas que les freins marchaient. Moi non plus. Cola et éponge d'aluminium feront-ils briller vos chromes? L'élément de comparaison sera le meilleur produit de nettoyage du chrome. Je ne saisis pas la fonction du grattoir en aluminium associé au cola. Il combine des molécules d'iode à celles de cola, ce qui a pour effet de faire remonter la rouille. Je trouve que le soda fait du bon boulot. La rouille a disparu. On dirait que ça a un effet émulsifiant et récurrent avec toutes ces bulles sur le chrome. Bon, après, ça colle de partout, mais il suffit de laver. J'ai oublié quelques tâches. Oui, bon, voyons voir. Ton côté est pourri. C'est vrai que ça craint. Je dois le reconnaître, le cola est fantastique pour nettoyer les pare-chocs. C'est vrai. Parfait pour le chrome, mais le cola dérouille-t-il un écrou? L'expérience requiert l'utilisation d'un torchon imbibé de cola. La faible proportion d'acide phosphorique du cola suffit-elle à faire disparaître la rouille? On laisse reposer 5 minutes? D'accord. On va se boire un soda? À première vue, je ne vois pas en quoi ça va nous aider. Tu veux essayer? Ça ne bouge pas d'1 millimètre. Ça y est, Adam, il est venu. C'est vrai? C'était dur? Oui, le liquide n'a pas assez pénétré. Pour moi, ce test n'est pas du tout concluant. Je suis d'accord. Disons que le cola a supprimé un peu de rouille en surface, mais c'est tout. Test suivant. Tout le monde a entendu parler des vertus corrosives du cola. Il est grand temps de les vérifier à l'aide de 2 pièces de cuivre et de quelques dents. Et puis, le cola peut-il vraiment dissoudre de la viande? Pour ce test, le cola se mesurera à de l'acide phosphorique pur. Le cola en contient un peu, c'est ce qui lui donne ce goût un peu piquant. La plupart des aliments contiennent un acide naturel, souvent plus puissant que l'acide phosphorique. Comment le cola va-t-il agir sur les objets choisis pour conduire ce test? Ça a l'air délicieux. Une bonne marinade. Faudra que j'essaie. En fait, je pense que ça doit donner un goût très délicat. Jamie, je crois qu'il se passe une chose très intéressante là. Je viens de remarquer que le steak tend à flotter dans l'acide et pas dans le soda. Époustouflant. J'aurais pensé le contraire. Pièce dans le soda. Pièce dans l'acide phosphorique. Dent dans l'acide. Dent dans le cola. Les dents et les pièces baignent pendant 24 heures, la viande pendant 48 heures. Bientôt, les résultats. Je vous ai dit que j'ai le vertige? Pour illustrer le mythe du plongeon au marteau, il faut une force d'accélération conséquente, la tension de surface de l'eau et un mannequin, le célèbre Buster. Pauvre gars. Il y a une légende qui dit qu'en cas de chute depuis une structure haute, telle qu'un pont ou une grue de construction au-dessus de l'eau, il faut jeter un marteau afin qu'il pénètre dans l'eau avant vous et casse la surface de l'eau. Tu rigoles? On a pas mal d'histoires de ce genre qui se rapportent au pont du port de Sydney et au Golden Gate à San Francisco. C'est une légende qui traîne dans les professions qui fabriquent ces édifices. Les ouvriers se racontent ça car ils sont susceptibles de tomber d'un pont et inconsciemment, l'idée qu'il puisse exister un moyen de s'en sortir doit les rassurer. Ils ont un peu moins peur de l'imprévu. À mon avis, ce mythe vient du fait que l'on sait que tomber dans l'eau d'aussi haut équivaut à s'écraser sur du béton.
L'eau n'accueille pas ce qui chute, mais résiste à l'impact à cause de la vitesse d'arrivée. Exact. L'idée est donc d'être précédé d'un objet de poids pour qu'il fasse éclater cette surface résistante à l'impact, ou même qu'il aère l'eau afin qu'elle adoucisse l'impact. Du coup, on s'arrête moins brutalement et on n'en meurt pas. C'est ça, c'est à l'impact que le corps encaisse la force gravitationnelle, la force G, et donc les dégâts. La tension de surface est le phénomène physique qui permet à certains insectes de marcher sur l'eau. Ces derniers ne se mouillent en fait jamais les pattes. Ils flottent sur une sorte de membrane formée par les molécules d'eau serrées les unes contre les autres à la surface. La douleur inhérente au plat sur l'eau viendrait peut-être de là. Si l'on en croit ce mythe, ce doit être assez rassurant lorsqu'on travaille en altitude de penser que si on tombe, il suffit que sa ceinture d'outils touche l'eau avant soi pour s'en sortir indemne. D'après l'écrivain Stephen Cassidy, l'origine du mythe du marteau plongeur remonterait à l'époque de la construction du Golden Gate. En 1937, 12 hommes tombèrent dans l'eau après qu'une poutre du pont ait déchiré leur filet de protection. Il n'y eut qu'un survivant. Est-ce que c'est son marteau qui l'aurait sauvé ? Dans leur ceinture d'outils, ces gars avaient entre autres des marteaux, des clés. Ils devaient se trimballer près de 50 kilos d'outils. Enfin, en tout cas, ils avaient assez d'outils en acier pour remplacer le marteau au cas où il n'en aurait pas. Avec ses 70 mètres de haut, le Golden Gate serait le lieu idéal pour conduire le test du marteau sauveur en cas de chute. Malheureusement, le Golden Gate est aujourd'hui interdit aux savants fous qui tordent le cou aux idées reçues. Jamie et Adam doivent donc trouver un autre point assez haut pour pouvoir mener leur expérience jusqu'au bout. On va utiliser cette grue. On va monter le mannequin au sommet de la grue et lui faire subir quelques chutes. C'est ça. Le mannequin va devoir apprendre à nager. J'adore notre job. Nos deux compères sont à Mare Island, les anciens chantiers navals au nord de San Francisco, là où les navires étaient autrefois entretenus. C'est à Mare que se trouve la grue portuaire appelée Whirly, un monstre qui peut pivoter sur 360 degrés. Au maximum, elle peut monter jusqu'à 50 mètres, une hauteur dont Jamie et Adam ont besoin pour jeter le pauvre Buster, leur mannequin de crash test. Il y aura toujours quelqu'un avec vous. Il communiquera avec le pilote de la grue qui, lui, ne peut pas vous entendre. Pour ce test, Cooper pilote la grue gigantesque et supervise la sécurité. Il a l'air assez sceptique au sujet du mythe en question. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, pas comme ça. Mais deux de mes collègues connaissent très bien ce mythe. L'un d'eux est diplômé de l'université de Stanford en gestion de la construction et il connaît ce truc par cœur. J'en ai déduit que ce mythe est caractéristique de nos corps de métier. Une panacée, quoi. Pendant le test, c'est Jamie qui aura la tâche périlleuse de préparer Buster et le marteau du haut de la grue, c'est-à-dire à 50 mètres au-dessus de l'eau. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je me sens bien ici? Bon, ça semble solide quand même. La vue d'ici est imprenable. Lorsque le mannequin touchera l'eau, la marge entre la vie et la mort sera tout simplement infime. C'est une affaire de fraction de seconde. À mon avis, cette histoire de marteau pourrait bien faire la différence. Évaluer les effets d'un impact implique le calcul précis de la force de cet impact. Adam va installer un accéléromètre sur Buster. Les sociétés de coursiers en utilisent sur les paquets qu'elles livrent pour vérifier qu'ils sont manipulés avec délicatesse. L'accéléromètre mesure l'énergie générée lors d'un arrêt brutal. Je vais devoir mettre ça sur Buster. Enfin, là où il y a de la place. C'est un accéléromètre. C'est ce qui va mesurer la force G lors de l'impact sur l'eau. Oh, regardez-moi ça. C'est pas beau? Tu veux tomber sur la tête? T'as pas le choix, tu sais. Les cavités du corps de Buster sont conçues pour accueillir les appareils de mesure des crash tests automobiles, plus petits. Adam doit donc créer la place nécessaire sur Buster pour installer un appareil plus volumineux. J'aime beaucoup. J'ai bien travaillé. Allez, on remet ton thorax.
Je parie que si un expert des mannequins de crash test me regardait, il s'arracherait les cheveux en se disant que je fais n'importe quoi. Tu fais le malin, hein? Notre ami est prêt pour le grand saut. Allez, mon bonhomme. Voilà. Le prochain jet, c'est pour moi, hein? Avant de jeter Buster de très haut, Jamie et Adam ont besoin de tester l'accéléromètre sur des hauteurs moins extrêmes. Tu peux y aller. 3, 2, 1... C'était assez affreux à voir. 3, 2, 1. Celui-là était parfait. Jamie, sa tête s'est carrément fendue. On doit arrêter. Des modifications l'ont fragilisé. Ouais. De grosses bonnes soudures, là et là, devraient suffire. Mais avant de faire ça, je crois qu'on devrait récupérer l'accéléromètre et récupérer les données des chutes. Malgré la mésaventure, Adam constate que l'accéléromètre fonctionne parfaitement. Ok, téléchargement. En plus des réparations à la tête, Jamie veut faire quelques modifications sur le corps de Buster. Il faut qu'on lui installe un système de guide qui lui permettra de glisser le long d'un câble et d'atterrir pile à l'endroit où on veut qu'il atterrisse. Pour que Buster et le marteau touchent l'eau au même endroit, Jamie a imaginé un système de décrochage rapide à l'aide de câbles et de fils. On fait un essai à 2 mètres? Buster doit malheureusement encore goûter à la dureté du bitume pour le test du système. Prêt? 2, 1. Oh mon Dieu! 3, 2, 1. Ton système est super, Jamie. Merci. Encore une fois. D'accord. Mais Buster n'est pas conçu pour un tel traitement de choc. Il y a un problème. Encore? Bon, remettons-le debout et amenons-le sur la table d'opération. Ok, On va le remettre d'aplomb et récupérer les données des dernières chutes pour voir. très bien. Notre nouveau patient. De retour à Mare Island, tout est enfin prêt pour la grande journée de Buster. Les tests permettront-ils de déterminer si un marteau lancé devant lui peut effectivement amortir sa chute et lui sauver la vie? J'ai testé toutes les fonctions de l'accéléromètre et tout marche parfaitement. Il enregistre chaque événement et je parie qu'on verra même ce qui s'est passé pendant le transport jusqu'ici. Ça ne nous empêchera pas de les différencier de ce que nous allons faire maintenant. Parce qu'on va voir beaucoup de G. L'accéléromètre de Buster fonctionne. L'heure fatidique approche. L'énorme grue vient se mettre en position. C'est un mélange de terreur absolue et d'excitation. Je vois le sol qui se trouve à plus d'une 50aine de mètres de moi et je trouve ça sympa. Je crois que je suis plus fasciné qu'effrayé par cette vision. C'est bon, montez-le. La grue monte à 50 mètres. Buster va suivre le câble guide lors de la chute et une caméra ultra rapide filmera l'impact. On est prêt. 3, 2, 1, go! Pauvre Buster. Je crois qu'il a fait un plat du dos. Je m'attendais plutôt à un plat sur le ventre. Mais bon, en tout cas, il a dû encaisser le maximum de jets possible sur une chute d'aussi haut. Oh no! Malheureusement, l'impact a été si violent qu'il a arraché une des jambes de ce pauvre Buster. Il faut trouver un volontaire pour piquer une tête dans le porc et la retrouver. Adam trouverait n'importe quelle excuse pour se balader en sous-vêtements. Oh God.
Il doit y avoir au moins 1,50 m de vase là-dessous. Ma plongée pour retrouver la jambe est un fiasco. Je suis dégoûté. J'aurais adoré ressortir de l'eau en la brandissant à bout de bras. Malgré ce contretemps, nos amis espèrent que les autres membres de Buster tiendront les chocs suivants. Tout le monde est prêt en bas? Tu lâches quand tu veux. 3, 2, 1, go! No. Whoa! Il est très sérieusement amoché. Son fémur en aluminium moulé est complètement explosé. Et tu aurais vu l'impact dans l'eau. Il est clair qu'à cette hauteur, n'importe qui y passe. Tout en haut du bras de la grue, Jamie affronte de son côté ses propres peurs. En ce moment, il préférait être sur la terre ferme. Ça doit être chaud là-haut. Il faut attraper le mannequin avec la gaffe, puis le réaccrocher au système. Dit comme ça, c'est facile. Le mannequin n'est pas bien loin. Mais c'est à 50 mètres du sol et incliné à 40 degrés. Alors c'est moins rigolo. Quand je suis là-haut, j'ai constamment l'impression de partir vers le vide. D'être aspiré, c'est horrible. Je suis capable de faire ce que je fais, mais je ne suis pas obligé d'aimer quand même. Les chutes à répétition ont gravement endommagé le pauvre Buster. Il est temps de modifier le test. On va faire 2 sauts de contrôle sans les jambes. Un sans le marteau et un avec le marteau. Attention, ça tourne. Moteur. 2, 1, go! C'est vraiment un choc totalement hallucinant. Tellement hallucinant que l'accéléromètre enregistrera une force d'impact de 287 G. À ce niveau, la mort est certaine. La moyenne de la force d'impact encaissée lors d'un accident de voiture est de 70 G. Autour du saut avec le marteau, cela permettra-t-il de briser la surface de l'eau? Le mythe est-il vrai? On y va quand tu veux. 3, 2, 1, go! Si j'étais Buster, je crois que celle-là m'aurait fait encore plus mal que n'importe quelle autre. Même avec le marteau, le pauvre Buster subit une véritable torture. Plus ça va, plus ça me plaît. J'ai l'impression que Jamie flippe un peu. Une bonne journée de travail se termine. Faites-moi descendre de cette grue. Bon, je crois que la perte des jambes n'aura pas de répercussions sur nos mesures. On a des données précises sur 3 chutes avec le marteau et 300. À mon avis, ce sera largement suffisant pour déterminer si oui ou non, le marteau a une utilité. J'ai quand même le sentiment que le poids du marteau a un effet sur le choc que le mannequin encaisse à l'impact. Je crois qu'il y a quelque chose, même si je pense que ça ne sauverait pas une vie. Voilà le premier choc avec le marteau. Et voilà celui tête la première. De retour à leur atelier, Adam et Jamie comparent et analysent les courbes d'impact qu'ils ont récupérées dans l'accéléromètre. Il n'y a quasiment pas de variation sur toute la longueur de la courbe. Le choc se situe entre 200 et 300 G. Même si le marteau a un effet, le corps touche l'eau à presque 100 km/h. C'est le double des vitesses utilisées lors des crash tests automobiles. Tu sais, je reste assez surpris d'apprendre qu'il est possible d'avoir un ou plusieurs membres arrachés en atterrissant dans de l'eau. C'est quand même hallucinant. Moi, ça me flingue. Bon, en résumé, nos relevés montrent qu'aucun élément ne permet de penser qu'un marteau sauve la vie dans ces cas-là. Non. Un autre mythe brisé à notre tableau de chasse. Exact. Parmi les innombrables qualités magiques que l'on attribue au soda au cola, l'une d'elles serait de nettoyer les contacts rouillés d'une batterie de voiture. Vrai ou faux? Voilà une batterie bien rouillée. On peut le dire en effet. Bon, on essaie le cola dessus. Oui, cola sur cet ergot et soda quelconque plus brosse à dents sur celui-là.
Santé. On compare les résultats? Allez. Je ne vois aucune différence flagrante. Oui, mais le cola nettoie. Attends, j'essaie un truc. Je vais utiliser de l'eau. Tu vois? Vu le résultat avec de l'eau, je dirais que le cola marche parce que c'est un liquide. Ouais. Il n'a pas l'air d'avoir de qualité spéciale, puisque de l'eau claire a le même effet sur cet ergot. C'est vrai. Et qu'en est-il du cola nettoyant anti-graisse? Je me suis dit qu'avant de nettoyer le moteur, je devrais en profiter pour... Il existe beaucoup d'autres façons de tacher sa combinaison de graisse, mais elles sont certainement moins rigolotes. C'est plutôt marrant. Attends, voilà ce qui manquait. Ça va pas te faire trop mal, ne crains rien. Voilà qui est fait. Un morceau de tissu dans le cola et un autre dans une marque de détergent classique. On laisse reposer tout ça 4 jours. Bien, tout est rincé et franchement, je ne vois aucun résultat satisfaisant du côté du détergent pour linge. Sans lavage en machine, c'est nul. Quant au cola, il atteint le tissu en marron, mais la graisse est toujours là. Bon, Une vérité de moins sur la liste. ok. Et pour nettoyer les moteurs, le cola est-il efficace? On verse le cola sur cette partie, c'est ça? Oui. There you go. Tu sais quoi? Je ne ferai pas ça à ma voiture. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse agir 10 minutes et on revient voir? Oui. Le verdict? Qu'est-ce que t'en dis, mythe ou pas? Ben, ça a nettoyé la saleté, mais en ce qui concerne la graisse, elle est toujours là, avec l'eau et le cola. C'est vrai, le cola a peut-être enlevé un peu de rouille sur certains métaux, comme l'aluminium, mais c'est tout. Dans ce cas-là, le cola comme anti-graisse, c'est de la grosse foutaise. On sort les pièces de monnaie? À l'atelier, il est l'heure de voir si le cola est un bon dissolvant. Où en sont les pièces, les dents et la viande? Regarde, Jamie, ça c'est intéressant. Pour avoir regardé cette pièce dans le récipient de cola, je me rappelle que cette face était sur le fond, mais qu'elle reposait sur une bulle d'air. Or, là où était la bulle, le métal n'est pas nettoyé, alors que le reste de la pièce baignant dans le cola a été nettoyé. C'est bien propre. On voit bien la différence. On peut donc affirmer que le cola a redonné du lustre au métal. Et il a fait un meilleur travail que l'acide phosphorique. Je dirais même que c'est incomparable. Regarde, l'acide phosphorique n'a eu quasiment aucun effet. Surprenant. Le mythe serait donc vrai. Le cola nettoie les pièces. Un mythe est vrai. Qu'en est-il des dents? J'entends la dent se promener au fond du récipient. En tout cas, elle a pris une sale couleur marron. Bah, c'est dégoûtant. Voilà celle qui a baigné dans l'acide phosphorique, et visiblement, ça n'a rien fait non plus. En fait, la dent a pas mal rapetissé par rapport à sa taille originelle. C'est vrai? Elle est bien 2 fois moins grosse. Mince, j'avais pas du tout fait attention. Elle est bien blanche et propre, comparée à celle qui a baigné dans le cola, mais elle s'est dissoute. Ça me donne pas envie de boire un de ces trucs. Bon, disons qu'en 24 heures, le cola est incapable de dissoudre une dent. Correct. Un mythe de moins. Ouais. Suivant. Alors, est-ce que le cola dissout un steak en 48 heures? En tout cas, il s'est passé quelque chose là-dedans. Ouais, bon, on l'a laissé baigner un peu plus longtemps. Toi, t'as mis un steak dans de l'acide phosphorique. Regarde un peu ça. Hey, il se désagrège. À première vue, la viande avait l'air intacte. En fait, pas du tout. Voilà notre steak au cola et son fin glaçage de moisissure. Bon, apparemment, rien n'a été dissous. Je vous parle du nez, histoire de ne pas avoir à respirer ce truc. Ça va, l'odeur n'est pas si forte. Moi, j'aime bien. Je crois que le cola a pas mal ramolli la viande parce que, tu vois, je ne pourrais pas faire ça à de la viande fraîche. Mais ça ne sent pas mauvais, vraiment.
Ça a l'odeur de nourriture classique. J'en mangerai pas. Moi non plus. Ah, tu parles, mais t'en mangerais pas. J'avoue. Bon, adieu le mythe. Tout à fait. Le cola fait rien à la viande. Mythe suivant. Le cola est-il un spermicide? Jamie et Adam vont mélanger un échantillon de sperme à du cola et un autre à une substance spermicide avérée. Puis, ils compteront les spermatozoïdes survivants au microscope. On essaie le cola? D'accord. Waouh, t'as vu ça? C'est excellent, on dirait les films qu'on nous passait en cours de bio au lycée. On dirait qu'ils aiment la caféine, non? Quel sera notre spermicide chimique? Eh bien, j'ai de la solution saline. Je pense que ça aura un effet bœuf sur le sperme. On y va. 2 gouttes de solution saline. C'est parti. Ils ont l'air en pleine forme, là. Ouais, c'est vrai. 3, 2, 1, comptage. En 60 secondes, Jamie doit compter les spermatozoïdes survivants. Top, fini. Allez, combien de survivants dans la solution saline? 53. 53 survivants en 1 minute? C'est noté. Top. Jamie compte maintenant les spermatozoïdes dans le cola. Stop. 85. Tu rigoles? Non. 85. Pour ce test, Jamie et Adam se tournent vers des personnes plus compétentes qu'eux. Le docteur Paul Turek est spécialiste de la fertilité masculine au University College de San Francisco. Ce genre d'histoire, il connaît. C'est un mythe absolu. Pour être plus clair, votre expérience donne un exemple précis de ce que je pense. Le cola dilue le sperme, mais il ne lui est pas forcément toxique. Un spermicide agit différemment. Il s'installe dans le sperme, donc ne le dilue pas. Il tue les spermatozoïdes qu'il rencontre. 3, 2, 1, stop. 96. 96. Il est clair que le cola n'a rien d'un spermicide. Alors on accroche aussi ce mythe à notre tableau de chasse. Ouais. Le cola mord la poussière. Jamie, ça fait une semaine qu'on teste tous les mythes relatifs au cola. Quelle conclusion peut-on en tirer? Ma foi, ce que le cola fait très bien, c'est de nettoyer le chrome. C'est vrai, dans ce domaine, nous sommes satisfaits. Sinon, ça nettoie pas trop mal le sang, les pièces de monnaie, mais ce n'est pas non plus excessivement impressionnant. Le chrome, par contre, c'est évident. Bon, en gros, à part le chrome, le reste ne marche pas, c'est ça? C'est ça.